Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois à Mode de vie. Aujourd'hui, c'est une émission assez spéciale. Vous savez que nous avons perdu, hélas, un grand homme, M. Bruno Roy, qui est porte-parole des orphelins et des orphelines de Duplessis. Et quelques jours avant son décès, était censé donner une entrevue à Mode de vie. C'était en janvier. Malheureusement, il était écrivain et activiste. Malheureusement, Bruno Roy est mort le 6 janvier dernier des suites d'un accident vasculaire cérébral survenu en décembre. Il avait 66 ans, c'est quand même assez jeune. Son décès a été une surprise pour ses proches. Sous peu, c'est-à-dire qu'ils s'attendaient à le voir quitter l'hôpital du Sacré-Cœur sous peu. Mais une hémorragie cérébrale a eu raison de son combat. Auteur de plus de 20 romans, essais et recueils de poésie, M. Roy était président de l'Union des écrivains et écrivaines québécois durant 14 ans. D'abord de 87 à 96 et puis de 2000 à 2004. Il a également été élu président du comité des orphelins institutionnalisés de Duplessis. Aujourd'hui, pour venir nous en parler, nous recevons Mme Nicole Joannette. Mme Nicole Joannette, qui est vice-présidente du comité des orphelins institutionnalisés de Duplessis, qui s'est fait le plaisir de se déplacer pour rendre hommage à Bruno Roy. Bonjour, Nicole. Bonjour. Tu permets qu'on se tutoie? Oh oui, il n'y a pas de problème. Alors, en tant que vice-présidente du comité des orphelines et orphelins en Institut de Duplessis, Nicole, comment as-tu connu Bruno Roy? C'est qu'en étant moi-même une orpheline de Duplessis, c'est sûr que j'ai eu affaire au président par lui-même, qui était M. Bruno Roy. Donc, on avait des échanges courriels ou des échanges écrits, mais je ne lui avais jamais parlé au téléphone, rien de ça. Là. Je l'ai rencontré lors d'une assemblée générale de notre comité en octobre dernier. Et par la suite, M. Roy m'a demandé d'être au conseil d'administration en tant qu'administratrice. Et par la suite, bien, j'ai rencontré M. Roy au Salon du Livre parce qu'à un moment donné, j'ai su qu'il avait été écrivain. Alors, je me suis présentée au Salon du Livre pour aller justement fouiner. C'était en quelle année? En 2009. Ah, OK. Et puis, en décembre, c'est sûr. Là, on s'était échangé plusieurs téléphones puis plusieurs courriels par rapport à tout ce qui devait se faire dans notre comité. Et en janvier, bien, j'ai appris la triste nouvelle à la télévision que M. Roy était décédé. Mais tu l'as connu depuis assez longtemps, j'imagine, comme en 1950? Oui, il était dans un orphelinat au Mont-Providence. C'est ça, il était... les Sœurs de la Providence, ils ont ouvert un institut médico-pédagogique pour les enfants, Oui. dit Éducab. Pourrais-tu nous raconter? Bien, le Mont-Providence a été un institut pour les enfants qui étaient dans un orphelinat, qui étaient comme traités en tant que tels comme débiles mentales avancés. C'était leur diagnostic, mais ça ne voulait pas dire qu'on l'était. Alors, le Mont-Providence était notre port d'attache, si vous voulez, que les médecins se faisaient un plaisir fou de nous étamper puis dire que dans nos dossiers, que nous étions tous des débiles mentales. Alors, nous, on l'a grandi avec ça. Puis, à un moment donné, avec le gouvernement de M. Jean Lesage, l'Institut Le Mont-Providence a changé de nom pour devenir l'hôpital Rivière-des-Prairies aujourd'hui, qui n'a plus la même fonction, si on veut, parce que nous, c'est sûr qu'on a grandi, qu'on a vieilli, puis qu'on s'est en allé sur le marché du travail. On est devenus des adultes et on s'est battu pour prouver au monde qu'on n'est pas des débiles mentales. Parce que ça a été transformé en hôpital psychiatrique, oui, si je ne me trompe pas. Oui, ça a été transformé. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bien, c'est qu'à un moment donné, avec le règne de Maurice Duplessis, c'est sûr que Maurice Duplessis, lui, tant qu'il y avait des têtes, plus c'était payant pour lui, pour le gouvernement. Hein, ben oui, c'est sûr, naturellement. Hein, il y avait tant d'argent par gens qui étaient là. Il essayait d'en trouver dans les orphelinats le plus vite possible pour remplir. Autant le Mont-Providence que Saint-Ferdinand. Il y en avait d'autres. Il y a d'autres institutions aussi, là, que le nom m'échappe. Là.
Mais c'est que ces gens-là, nous, là, en tant qu'enfants, on était sans défense. Donc, ils disaient, puis on n'avait pas des parents pour s'occuper de nous. Donc, ce qui arrivait, ils nous étampaient, arriérés mentales. Donc, ils nous gardaient. Puis eux autres, ils recevaient du gouvernement de l'argent parce qu'on était là. Mhm, mhm. Mais Mais- ce que je peux dire aussi là-dedans, c'est oui. que nous, on n'était même pas enregistrés à l'état civil comme au recensement. À tous les 2 ans, 4 ans, 5 ans, ils Oui. passent pour le recensement. Si vous allez fouiller dans les recensements des années 50, nos noms n'apparaîtront jamais. C'est incroyable. Il me semble On que était j'aurais dû. rien. Mais il y avait quelqu'un qui payait pour nous. Il payait pour quoi? Pour une particule de poussière, peut-être, là? Mais pas pour un humain, parce qu'on n'était pas enregistré nulle part. Mhm. Lui, naturellement, enfant, disons vers l'âge de 15 ans, on dit que... Bon, je vais un petit peu vite, là, je m'excuse. C'est correct. C'est ça, à l'âge de 15 ans, il y a une religieuse qui s'est occupée de lui, je pense. Puis Oui. il était choyé ce côté-là, je pense, Oui, au Mont-Providence. Quelles en étaient les circonstances? ben, cette religieuse-là, qui était sûrement avec une petite fibre maternelle, sûrement, elle a pris Bruno sur son aile, puis elle lui a montré comment composer, malgré qu'il y avait comme des aptitudes aussi, là, parce que le talent aide aussi. Hein? Oui. Fait qu'elle elle lui a aidé à faire, c'est sûr, à écrire sans faute, puis à composer les verbes tels qu'ils étaient. Elle l'a pris en charge. En je crois, on charge, a là, dit. puis elle lui a Oui. aidé. Fait que lui, ça lui a donné comme un départ dans la vie. Ah, C'est oui, oui. c'est- OK. c'est comme ça qu'il a commencé à gagner sa vie. Ensuite, bien, il a été professeur de français à André Laurando. Il a fait son Ils ont dû s'apercevoir qu'il apprenait vite ou qu'il Oui. était doué, quelque chose comme oui, ça. il y avait un talent inné, c'est sûr, là, que c'était un talent naturel. Mais c'est un des rares orphelins à avoir fait des études universitaires, qu'on peut dire. Oui, il y en a des. Il y en a. C'est une exception. Comment expliquer exception. ça? Comment on peut expliquer ça? La chance de la vie. La chance de la vie. On a toute une chance dans la vie, mais il faut savoir quand la capter. Mais il y en a, c'est sûr qu'ils n'ont pas eu le potentiel voulu. Ils n'ont pas eu la chance aussi d'avoir une main qui s'est tendue vers eux autres. C'est normal qu'il y en a qui ont resté sur les aguets, puis tout est noir, tout est négatif dans le futur. Oui, oui. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y en a qui jouent à la victime aussi, tandis que lui s'est pris en main, ça se peut-tu? Oui, Mais c'est il a été aidé. Il a été aidé par la religieuse. Puis pour lui, cette religieuse-là, c'était comme une mère, une seconde mère pour lui. Elle l'avait pas mis au monde. C'est facile de mettre un enfant au monde, mais de l'élever, l'éduquer, l'emmener sur le chemin de la vie, ça, c'était notre paire de manches. Puis cette religieuse-là, elle avait peut-être ce don-là. Elle est peut-être rentrée en religion, on ne connaît pas l'histoire de cette religieuse-là, mais elle avait le don de prendre Bruno sur son aile, puis de... Mais il Vraiment. était docile parce que ça aurait pu être quelqu'un qui est assez Sûrement. discipliné, qui ne veut rien savoir. Sûrement, mais il y a sûrement aussi eu ces petits écarts qu'on ne sait pas, là, que personne nous dit, là, parce qu'à la crise de l'adolescence, sûrement qu'il y a eu des petits écarts. Puis... Ah, OK. Compte tenu du retard académique qui fut le sien à 15 ans, il n'y avait pas l'équivalent d'une 3e année scolaire primaire. Comment est-il devenu un poète et écrivain à ce moment-là? Justement, grâce à cette religieuse qui l'a aidé, puis sûrement qu'il a été suivre des cours, puis il s'est pris en main, dit, bien, aujourd'hui, moi, je vais m'en sortir. Il a suivi des cours à l'éducation des adultes, puis pour rentrer à l'université, il est rentré par la petite porte, puis il est sorti par la grande. Mais ça a pris un peu de débrouillardise aussi. Oui, de sa c'est part. sûr, c'est sûr. L'initiative de débrouillardise. C'est sûr, c'est sûr. Et puis en 94 maintenant, on est en 94, il a publié un essai sur les orphelins de Duplessis qui est intitulé « Mémoire d'asile ». Pourquoi? Parce que justement, le Mont-Providence était déclaré pour un asile. Il y avait le Saint-Jean-de-Dieu, qui est devenu Hippolyte-Lafontaine par le temps. Mais nous, les enfants, ils nous envoyaient au Mont-Providence. Alors, c'était un asile. C'était pour, justement, on était catalogués pour un asile. On était des arriérés mentaux. C'est incroyable.
Puis sans nous avoir passé des tests là, exorbitants, là, Puis il y en a qui envoyaient à Saint-Jean-de-Dieu. oui, vers une certaine Il y en a âge. qui s'en sont pas sortis. Non, 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 non. Mais il y en a beaucoup qui, par après, quand ils se sont rendus compte que, quand ils ont vu leur dossier, il y en a beaucoup qui sont suicidés. Hein, il y en a beaucoup. Ah oui. Ah oui, oui, beaucoup. Beaucoup qui n'ont pas pris le terme qui était écrit dans leur dossier. Parlant des orphelins en général, il y en a qui ont dû être aussi même agressés, qu'on entend parler, agressés par des... Beaucoup ont été agressés, soit par des religieux. Sont marqués. Marqués à la vie, oui. Ça existe. Ça existe beaucoup, monsieur, puis on serait surpris de constater tous ces gens qui ont été abusés. Par des religieux. Par des religieux, des religieuses, les oui. prêtres, nommez-les, là. On pourrait penser qu'à travers Mémoire d'asile, c'est la dimension collective du drame des orphelins qui est mise de l'avant. Je sais qu'il a fait paraître la même année un recueil de poèmes sur le thème de l'abandon. Peut-on alors parler de la dimension plus personnelle, plus intime de son expérience de vie? Vous me parlez de l'abandon. Oui. Il a été abandonné. Nous, tous ceux et celles qui ont été au Mont-Providence ou dans un orphelinat, on était abandonnés la première fois par nos parents. Si on est dans ces lieux-là, c'est parce que nos parents nous ont abandonnés en quelque part. Rendu à l'âge adulte, c'est sûr qu'à l'âge de 15-16 ans, pour lui, être abandonné, là, pour lui, c'était son port d'attache, c'était la religieuse. Fait que lui, il ne voulait pas être abandonné une seconde fois. Fait que lui, pour lui, dans son C'est un modèle pour lui, dans oui, le fond. dans son abandon, oui. et puis il portait son refuge vers l'Écriture. OK. Et pour lui, dans sa tête, c'est sûr qu'il pensait comme ça, Bruno. Il écrivait. Pour lui, c'était... Les mots ne l'auraient pas abandonné. C'est ça, ses mémoires, dans le fond. Oui. Les mots n'abandonnent pas l'être humain. C'est l'humain qui abandonne. Fait que pour lui, dans ses livres, dans ses pages, dans ses récits, pour lui, quand il se relisait, il n'était pas abandonné. Puis il sait que ça va éclairer bien des gens, donc il n'est pas tout seul dans ça, ça va éclairer des gens. Parce que lui, pour lui, les écrirait, c'est les paroles s'envolent. Fait que pour lui, avoir vu des grosses promesses, grosses comme le bras étant enfant, dans ses écritures, il était sûr de ne pas être abandonné, puis de ne pas être trahi par ses écritures. OK. Parce que la vie nous a trahis. Oui, absolument. Hein, la vie nous a trahis. Oui, c'est un genre de trahison, oui. Alors, quand on écrit ou qu'on compose, on est sûr que dans nos écrits, il n'y a rien qui va être trahi. À moins qu'il y ait quelqu'un qui fait du plagiat puis qui déforme nos phrases. Alors là, c'est cette personne-là qui est trahie. C'est pas nous qui trahissons. Non. Il a fait beaucoup, Bruno. Hein? Il a écrit 6 livres sur la chanson. En plus, en 92, il a fait une thèse sur la chanson québécoise. Comment expliquer son intérêt pour la chanson? Dans les chansons, là, on revoit un peu notre vie. Hein? C'est un peu un film à l'envers, si vous voulez, de notre vie. Puis on peut se permettre de rêver quand on écoute une chanson. Oui. Parce que nous, enfants, on n'avait pas le droit de rêver. On n'avait pas le droit de rêver à un avenir meilleur. C'est vrai, tant qu'à ça, c'est quand tu y penses. Puis si on écoute des chansons aujourd'hui puis qu'on s'arrête comme il faut, tout est dit dans des chansons. Nos joies, nos peines, notre quotidien est là dans les chansons. Quand tu sais qu'il y a des chansonniers qui vont raconter même leur enfance dans leurs chansons, beaucoup font ça. Oui. Ou leur relation amoureuse, leur mauvaise expérience, ils vont le... Dans la chanson, M. Roy revoyait souvent son enfance, sa vie, puis il voulait être heureux. Puis je pense que défoncer pas mal de portes pour être heureux. Et maintenant, parle-nous de la lutte des orphelins de Duplessis. Quel sens cela avait-il pour lui aujourd'hui? Ça l'aurait pour lui aujourd'hui? C'est que M. Roy, quand il a parti le comité des orphelins de Duplessis, qui a été président, pour lui, c'était de faire reconnaître ses frères et sœurs d'institut qu'on n'est pas tous des arriérés menteurs. Que pour lui, que ses frères et sœurs d'institut soient, que le gouvernement les reconnaisse, qu'il les indemnise pour tout le tort qu'ils nous ont fait. Parce qu'on n'a pas tous eu la chance d'aller à l'université, on n'a pas tous eu la chance de s'en sortir adéquatement.
parce que beaucoup d'entre eux sont sur l'aide sociale. Beaucoup d'entre eux ne sont même pas capables d'aller sur le marché du travail. Il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de mal de vivre. Hein. Moi, j'en connais même qui ont fait un séjour en prison. Ils s'en ont Il y en a sorti, beaucoup, puis ils sont hein. comme révoltés. Aujourd'hui, ils sont corrects, mais je veux dire, il y en a aussi qui, comme M. Roy me disait, qui jouent à la victime, par contre. Puis il y en a Oui. d'autres qui veulent s'aider. Il y a ça aussi. Mais il y a un tas de facteurs. Oui, mais vous savez, le départ d'un enfant, c'est ses parents, hein, sa base, Oui. ses racines. Oui. Et quand on n'a pas de racines, Est-ce qu'il y en a qui cherchent à revoir leurs parents? Oui. là-dedans? oui, il y en a. Encore, oui. Oui, 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 oui. Il y en a qui les ont retrouvés. Oui. Il y en a d'autres qui recherchent encore. Il y en a dans toutes les classes, dans tous les professions. Là, Ah ben c'est sûr. j'en vois partout. Maintenant, il a toujours affirmé que dans cette lutte, tu attaquais le système, c'est-à-dire la collusion entre trois pouvoirs. Celui de l'Église catholique, celui de la politique, celui du médical. Peux-tu expliquer davantage sa pensée? L'Église catholique, c'est sûr, parce que si la religion n'aurait pas été ici avec une emprise de dire, bien écoutez, vous n'êtes pas capable d'avoir soin de votre enfant, donnez-le à la crèche, à l'adoption, puis l'Église a eu beaucoup d'emprise. Le gouvernement, bien c'est sûr, Maurice Duplessis, lui, tant qu'il y avait du monde pour rentrer dans ces orphelinats, pour lui, c'était payant. Hein, c'était Ah payant oui, Duplessis, hein, à ce moment-là. C'était oui. Maurice Duplessis dans le temps. Oui. Puis lui, bien, il ne voulait pas voir un orphelinat vide. Que c'est sûr qu'il y avait ces petites brebis qui étaient là. Puis l'autre, c'est quoi? Le médical? Bien, le Oui, médical, médical. c'est sûr que le médical, pour lui, tant il y a aussi longtemps qu'il pouvait écrire arriéré mental, même si c'était faux, bien, la personne restait là, au Mont-Providence ou ailleurs. Là. La personne était pensionnaire là. Oui. Parce que si vous disiez qu'à 12-13 ans, la personne était apte à aller en famille, il perdait de l'argent. Mais je ne comprends pas pourquoi que le clergé, à ce moment-là, les psychologues, ils ne parlaient pas, il n'y avait pas de... Ils laissaient faire ou quoi? Qu'est-ce qui se C'était passe? la religion qui avait l'emprise sur le gouvernement et sur les médicales. Les médecins, tout ce que M. le curé disait, c'était parfait numéro 1. Le gouvernement, tout ce que le clergé disait, c'était parfait numéro 1. Mais les psychologues, il n'y a pas personne qui parlait là-dedans que... Mais il était complice un peu, hein? Il était complice avec les religieuses. Ah, c'est ça. Oui. La complicité, monsieur, là, c'était... C'est incroyable, moi, c'est ça, C'était c'est la vi- complicité. Mais ce que moi, je trouve de malheureux, c'est que dans la société soi-disant super catholique du temps au Québec, que les gens qui se disaient charité chrétienne, qui se disaient que tout était péché, puis regarder les enfants qui se faisaient maltraiter, qu'il n'y a pas personne qui s'est levé et dire « Hey, arrêtez, là, ça suffit, là ». Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, là, vous donneriez une claque comme on a reçu, nous, là, puis tout le monde serait devant le poste de police, là, Ah oui, ah puis à oui, des ah oui. PJ. Puis, parce que nous, dans ce temps-là, nous n'avions même pas le droit de parole. Il n'y avait pas de loi pour nous, les enfants. Donc, il fallait... Tout ce qui était autorité, il fallait se mettre à genoux. Oui, c'est vrai. Tout ce qui était autorité, il fallait dire, bien, OK, ils ont raison. Puis il faut... Tu ne pouvais pas te défendre, ils ne pouvaient pas se défendre, il n'y avait personne pour les défendre. Bien, premièrement, quand on vient d'un milieu comme ça, monsieur, Oui. c'est que on n'est jamais cru. On ne dit jamais la vérité. Pour les personnes, là, on ne dit jamais la vérité. On est des bâtards, on est des charognes, on est de tout ce que vous... Sortez-moi tous les noms, là, je les ai tous entendus, moi, dans ma vie. Alors, même M. Roy, il me disait à un moment donné, « Nicole, tu as raison. Ce que tu dis, c'est vrai qu'on les a entendus. » Fait que pour nous, on n'avait pas le droit de parole parce que ce qu'on disait, c'était des mensonges pour eux autres. Même si on disait la vérité, là. C'est ça. Mais même, il y en a qui étaient agressés, que ce soit sexuellement ou autre. À ce moment-là, il ne fallait pas que tu parles. C'est effrayant de garder ça en soi. Puis On n'avait pas le droit de parler, puis si on parlait, ben, on mangeait des volets ou on était battus.
Puis là, c'était pas vrai ce qu'on disait, là, c'était des mensonges. Alors, heureusement que M. Roy est intervenu pour Oui. rétablir les choses, pour éclairer les gens aussi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, moi j'appelle ça ils appellent ça les années de noirceur, mais c'était la vraie noirceur parce que même dans ces années-là, les jeunes filles ou les jeunes garçons, ils n'avaient même pas le droit d'aller danser. Tout était péché. Tout était péché. Fait que- Ah oui, oui. Maintenant, on l'a pourtant accusé de dénigrer les communautés religieuses. Est-ce que c'est vrai? Ben, c'est vrai, c'est correct. Ah oui, oui. Ben, Oui, si parce on que dans était le fond, agressé, si on était agressé par les religieuses, Oui. par les religieux, Oui. c'est correct qu'on les dénigre, qu'on leur dise, ben, écoutez, là, est-ce que vous étiez frustrés parce qu'on était des enfants que vous auriez désirés? Ah oui, 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 il y a ça aussi. Parce oui. que beaucoup de jeunes filles rentraient en religion, soit parce que leur père était un alcoolique, parce que leur père battait leur mère, parce que le parent, ça allait pas bien ensemble, puis il fallait une religieuse ou une religieuse, un religieux ou une religieuse dans la famille pour bien paraître au point de vue de M. le curé de la paroisse. Oui. Mais il Fait que- tombait dans un piège. Mais souvent, ces femmes-là étaient des frustrées. Ou il y en a qui rentraient en religion parce qu'ils étaient à peine d'amour. Ils ont eu une peine d'amour, le soldat a été tué en guerre ou quelque chose. Parce que si vous regardez, il y avait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le conflit de Corée. Alors, ces gens-là, ils étaient frustrés, ces jeunes filles-là, parce que souvent, leur fiancé, leur amoureux ne revenait pas. Ou il Ou encore revenait. les religieuses qui ont l'instinct maternel, mais qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est comme s'ils se défoulaient sur... Oui, mais ils se défoulaient mal. Oui, c'est ça. Au lieu de donner de l'amour, ils Manquait donnaient de la haine. psychologie. Oui, ils donnaient de la haine. Il y en a beaucoup Ça, d'entre ça. nous, dans les orphelins, qu'on a été élevés à saillir et non à s'aimer. Il y en a beaucoup. Oui. Maintenant, il y a deux termes, le COVA et le comité. C'est quoi la différence? On entend souvent parler de COVA. Comité, on entend un peu plus parler, mais c'est quoi la différence entre les deux? Le COVA, c'est un organisme de nos membres qui sont formés pour... COVA veut dire Comité des orphelins victimes d'abus, qui veulent faire la même chose que nous, qui veulent être reconnus, mais c'est avec nos membres. Alors OK. que le gouvernement, lui, il veut reconnaître juste le Comité des orphelins et orphelines institutionnalisés de Duplessis, mais le COVA, il est obligé d'être... Ceux qui ont eu des abus, autrement Oui, dit. oui, oui. Comme j'en ai vu il n'y a pas tellement longtemps, devant la basilique Notre-Dame, il y en a qui se promenaient avec des pancartes. Mais c'est de nos membres. Ah, OK. C'est de nos membres. Ils veulent faire lien ensemble. C'est que... Parce que nous aussi, on se débat aussi pour ceux et celles qui ont eu des abus. OK, oui, OK. Je comprends. Mais ça veut... Ils pensent peut-être qu'en créant un autre comité, que ça va aller plus vite pour être reconnu. J'ai de la misère à croire ça, là, parce que nous, on est déjà... Puis là-dedans, M. Roy me disait que il y en a qui jouent à la victime aussi là-dedans. Là. Puis ils vont jouer à la victime toute leur vie. Il dit, ça donne quoi? Il dit, à un moment donné, il faut... je sais pas qu'est-ce que... C'est parce que ces gens-là n'ont pas appris à tourner la page. Il faut tourner la page à un moment donné, parce qu'on n'est pas toujours victime. On est victime parce qu'on le veut. Hein? À un moment donné, on se prend en main, puis on se dit, bon, demain, si le soleil va briller pour tout le monde, demain, là. Oui. Maintenant, malheureusement, le temps passe. Eh oui. Alors, Nicole, tu nous as éclairé sur bien des points qui posaient certaines interrogations. Aurais-tu quelque chose à ajouter dans ce qu'on a dit? Bien, ce fut agréable d'être reçu par vous, M. De Guire. Tout ce que j'espère, c'est qu'on soit entendu auprès des gouvernements, auprès de notre ministre aussi pour les aînés, pour nous aider, parce que nous, on devient tous des aînés là, depuis Oui. le temps, là, parce qu'on demande beaucoup de choses, je le sais, mais c'est qu'il y a tellement à faire, on a tellement de projets qu'on a besoin d'aide du gouvernement. Penses-tu que le gouvernement a fait un pas là-dedans? Bon, on va les secouer un petit peu, là. Oui, je pense qu'il faut... Il faut les secouer un petit peu. Oui. Au lieu de donner des milliards pour soit l'armée ou bien pour envoyer des fusées dans l'espace qui désaxent notre terre puis qui déplacent des masses d'air. Ou là. pour des guerres Inutiles, quasiment là. inutiles en Afghanistan. Parce que pour moi, personnellement, je ne vois pas ce que nos soldats vont faire là. Moi, j'ai mal au cœur à chaque fois que je vois un de nos soldats canadiens qui est tué
là-bas. Autrement dit, c'est le côté humain est un petit peu délaissé. Le côté humain, oui, parce qu'il y a beaucoup, dans le gouvernement, il y a beaucoup de la bureaucratie. Mais le côté humain, il faut regarder aussi le côté humain, puis regarder aussi ceux et celles qui essayent de s'en sortir. Oui. Parce que nous, là, quand on fait notre soirée de Noël, là, j'ai vu là, de nos orphelins, là, c'était leur port d'attache parce que on était leur seule famille. Ah oui, oui, oui. Pour eux autres, là, c'est le seul party qu'ils ont dans l'année, là, c'est le party de Noël. La petite carte de fête qu'on leur envoie, là, c'est la seule carte qu'ils reçoivent dans l'année. Ça, c'est dur. Hein? C'est difficile pour C'est eux. difficile. Fait que ce que je demande au gouvernement, c'est sûr qu'on demande des subventions, qu'on demande de l'aide, qu'on demande... Et là, on est supposé d'aller demander une maison pour qu'on soit regroupés, les orphelins de Duplessis. On a commencé nos jours en institution. On ne veut pas les finir en institution. Ah ben non. Fait que c'est pour ça qu'on aimerait ça avoir comme un genre de HLM, là, juste pour nous autres. Là. Oui, Que ça serait bon, oui. C'est ce qu'on demande au gouvernement. On demande à la ministre, Mme Marguerite Blais, de nous aider, qui est la ministre. Parce qu'ils vont s'occuper d'autres instituts, alors que ça existe aussi. Là. Oui, ça existe fait beaucoup. partie Puis il y a tellement à faire, il y a tellement de... J'en écoute, là, puis c'est tellement... On les aide aussi à se relocaliser. On les aide, si on a des points de vue médical. On les aide pour remplir des formules de pension de vieillesse, régime des rentes, supplément garanti. Ils sont inalphabets aussi. Il y en a beaucoup qui n'ont pas d'instruction. Fait qu'il faut les remplir, les formules pour eux. Ah, OK. Puis les rapports d'impôts, ils viennent nous voir, ils nous appellent. Puis... Ah, OK. Quel message aurais-tu à transmettre à ceux et celles qui t'écoutent? De jamais abandonner. Jamais abandonner, jamais baisser les bras, parce que l'avenir est devant nous. Alors, eh bien, Nicole, le temps tire à sa fin. Il ne me reste plus qu'à te remercier de t'être déplacée pour raconter ton implication au sein du comité des orphelins et des orphelines et nous avoir rendu un si bel hommage à M. Bruno Roy. Alors, c'est du fond du cœur qu'encore une fois, je te remercie de t'être déplacé. Et sur ces mots, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.